Je vais passer, on va sauter la pause et on va laisser la parole à M. Quirion qui va faire un peu dégager un peu ce qu'il a entendu. On pourra l'aider après si jamais il manque des trucs. Mais c'est surtout de vous libérer, mais aussi de voir un peu, parce qu'il y a des suivis, ça a été très, très riche comme information. Écoutez-nous, comme moi pour ma direction, aussi pour le développement de programme et pour, je veux dire, pour cette question d'adopter une posture intersectorielle, puis comment les universités doivent s'adapter. Mais je pense qu'on a beaucoup tiré des informations qui ont été dites aujourd'hui. Évidemment, je vais laisser la parole à M. Quirion. Après, je vais revenir parce qu'il y a des suivis en termes d'actes de colloques, captation d'événements, puis on va vous revenir. On a inscrit vos noms sur une feuille, donc on va vous faire un suivi assurément et ça restera pas mort comme information puis comme espace de réflexion. Parce que cet espace-là de réflexion qu'on a fait aujourd'hui, c'est évident que nous, c'est notre souci aussi de créer ces lieux d'échange puis de circulation d'informations, mais aussi de développement de nouvelles formes, que ce soit en termes de programmation de recherche ou de formation ou de lien avec l'université. Voilà. Ceux qui n'auraient pas inscrit leur nom dans la feuille qu'on avait, parce qu'on avait la feuille hier, je ne suis pas sûr qu'on en ait eu une aujourd'hui. Oui, toujours là? En tout cas, si jamais vous n'avez pas donné votre nom, s'il vous plaît, donnez-le, qu'on puisse vous assurer un certain suivi. Donc, je vais être sûrement assez bref, là, parce que comme j'ai dit au point de départ, c'est plutôt une étape dans un processus qui va s'étirer au moins sur une année. Peut-être que je pourrais commencer par... plusieurs d'entre vous avaient discuté comme votre profil, comment vous en êtes arrivé où vous êtes rendu maintenant. J'ai très souvent la question, comment on devient scientifique en chef? Et la réponse, c'est j'en ai aucune idée. Et ça a été mentionné par Céline et par d'autres. On pourrait dire, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire, pas du tout, là. Mes parents restaurateurs dans un tout petit village. C'est assez facile au secondaire. Au cégep, je ne savais pas ce que je voulais faire du tout non plus. J'ai pris sciences pures et génie. J'ai eu un prof au cégep de Sherbrooke. Non, en géologie. Et le prof en géologie, j'ai adoré ce cours-là. Je ne savais pas du tout c'était quoi. J'aimais beaucoup les mathématiques. J'avais des facilités en mathématiques. Mais la géologie, ça m'a fasciné. La tectonique des plaques, toutes ces histoires-là. Bon. Donc, j'ai dit, si je vais à l'université, j'aimerais bien aller en géologie. Donc, j'ai appliqué. Il n'y avait pas beaucoup de programmes de géologie au Québec. J'ai appliqué en géologie. À ce moment-là, il y en avait à l'Université de Montréal. Mais, comme je disais, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Fait que j'ai appliqué en biologie à l'Université de Sherbrooke et j'ai appliqué en génie biomédical à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, le vivant, les roches, toutes sortes d'histoires un peu mélangées. J'ai été accepté partout, aux 3 universités. Et j'avais beaucoup d'intérêt, comme je disais, pour la géologie. Comment j'ai abouti en biologie? Mes parents restaurateurs, école primaire. Je ne vais jamais aller au secondaire ou quoi que ce soit. Non. Là, c'est mon père qui m'a influencé le plus. Mon père m'a dit, ton frère, juste après moi, Charles, vient d'être accepté au cégep de Sherbrooke en administration. Moi, je viens de la région de Lac-Mégantic. Si tu décides de rester à Sherbrooke avec lui, je vous achète une automobile. J'avais 18 ans, j'ai pris l'auto, et avec l'auto venait la biologie. Et très souvent, par la suite, ça a été un peu comment ça s'est passé. Je pensais d'aller faire un postdoc à San Diego pour différentes raisons. En dernière minute, j'étais allé à Washington. Quand j'aboutis à l'hôpital Douglas, je ne savais même pas où c'était l'hôpital Douglas. Je suis allé visiter. J'ai dit jamais je vais travailler là. Je suis resté là 28 ans. Donc, je pense qu'il faut offrir à nos jeunes aujourd'hui, parce qu'il y a plus de pression que, je dirais, dans mon temps, pour faire des choix très tôt, qui des fois te bloquent pour autre chose dans les années à venir.
Donc, je pense que ça aussi, ça fait partie, là, de laisser l'opportunité à la relève, aux jeunes, de vivre leur passion en ayant peut-être des cursus un peu plus flexibles au niveau des formations au collège et à l'université. Je vais vous lire, j'avais une lettre qu'on a reçue aussi du ministre Roberge. Ça a été mentionné, les silos entre les ministères. Et c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Puis il y en a à l'intérieur, puis il y en a dans vos universités, puis il y en a dans vos collèges. Fait que bon, c'est là, on ne peut pas faire autrement. Mais par contre, beaucoup d'intérêt du ministre Pierre Fitzgibbon, mon patron, économie et innovation, travaillait très étroitement avec le ministre de l'Économie et de l'Enseignement supérieur pour plancher sur l'université du 21e siècle. Donc, la lettre de M. Roberge. M. Quirion, au moment où s'approche la 3e décennie du 21e siècle, les universités sont au cœur du destin futur des nations. Cette réalité est claire pour moi. Ces établissements d'enseignement supérieur créent les savoirs nouveaux, forment la relève professionnelle dans tous les domaines et transfèrent à leur milieu des connaissances essentielles à la maîtrise du destin des nations et de leur progrès. Pour le Québec, les universités sont des partenaires indispensables. Dans cette perspective, l'initiative très heureuse que vous avez eue de tenir ce colloque sur l'université du 21e siècle appelle très certainement des suites pour que notre gouvernement ait une vision plus actuelle des universités près de 20 ans après. Là, j'ai perdu le dernier bout. Près de 20 ans après la politique québécoise à l'égard des universités que le ministre de l'époque, qui était qui le ministre de l'époque? Le ministre de l'époque, François Legault, avait produite. Merci de votre contribution et au plaisir de se retrouver. Donc, encore une fois, c'est une étape aujourd'hui et il y a un engagement du ministère de l'Économie et de l'Innovation avec nous au Fonds de recherche du Québec et il y a un engagement du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour réfléchir à l'université du 21e siècle. Et ça ne veut pas dire qu'on fait table rase de tout, bon, on commence à zéro, c'est pas ça du tout. Mais peut-être comment être plus près de la société d'aujourd'hui. Et très certainement, et ça j'en ai déjà discuté avec le ministre Roberge, c'est pas quelque chose qui se fait à coup nul. Donc ça veut dire réinvestissement, investissement nouveau dans nos collèges et nos universités au Québec. Bon, je vous dis ça pour garder votre intérêt, si on veut, pour continuer à travailler ensemble, les équipes au Fonds de recherche avec Denise, avec les directions scientifiques, avec les conseils d'administration, avec Claude Corbeau, qui est ici à l'arrière de la salle aujourd'hui. On va travailler ensemble pour bien sûr produire un peu un résumé des discussions qu'on a eues au cours de la dernière journée et demie. Consulter, interagir avec les autorités académiques au Québec, probablement aussi, je devrais dire probablement, certainement, comparer à l'international ce qui se fait de mieux, des modèles qui pourraient peut-être être adaptés à la situation québécoise, qui devraient nous amener, j'espère, et j'en ai déjà discuté avec M. Roberge, nous amener au printemps 2020 à vraiment peut-être avoir un colloque, une grand-messe, je ne sais pas trop quoi, là, qui pourrait faire suite aux discussions, aux interactions qu'on va avoir au cours des prochains mois pour que, par la suite, puisse être intégré dans le budget 21-22 des nouvelles façons d'appuyer nos universités et peut-être aussi
des programmes, de continuer pour nous, au Fonds de recherche, à développer des programmes intersectoriels, des programmes de type Audace, et peut-être associés au programme Audace, et ça, on a déjà commencé à réfléchir là-dessus, différentes façons d'appuyer nos audacieux. Parce qu'on sait que, en particulier en début de carrière, c'est pas facile. Parce qu'on prend certains risques. Donc, on veut pas non plus vous donner nos 2 subventions Audace et par la suite, on vous laisse tomber. Donc, c'est de voir peut-être modifier les cursus, avoir des programmes d'appui à ce genre de professeurs, chercheurs, à des infrastructures, comme j'ai mentionné ce matin. On a commencé les discussions avec la Fondation canadienne de l'innovation pour avoir des programmes d'infrastructures qui vont peut-être être on va continuer avec ceux qu'on a parce qu'ils sont super. Mais en plus de ça, des programmes qui vont peut-être permettre d'aller chercher un peu plus d'infrastructures, par exemple pour un Living Lab, qui n'est pas nécessairement localisé sur le campus de l'université. Donc, on veut continuer à travailler avec vous. On veut aller beaucoup plus loin. Et je pense que si ça fonctionne un peu bien, je suis assez convaincu qu'on va avoir de l'appui du gouvernement du Québec. Et je compte aussi énormément sur l'appui, l'autre côté de la rivière ici, là, gouvernement fédéral. C'est sûr que nous, on peut faire un bout de chemin, mais énormément d'investissements en recherche et innovation au Canada viennent du gouvernement fédéral. On est un peu chanceux, je crois. Vous avez vu certains des programmes que le gouvernement fédéral a développés, les conseils subventionnaires fédéraux. Ils ont peut-être un peu plus d'argent que nous pour l'instant. On espère que ça va continuer. Mais on est quand même assez fiers de dire que dans certains cas, c'est presque des copies de ce qu'on... Il y a des jalousies, un peu d'audace, c'est super. S'ils peuvent leur développer des programmes semblables au niveau fédéral, c'est tant mieux pour nous tous, au Québec et au Canada. Donc, il y a un autre grand volet aussi qu'on a discuté brièvement, et ça a été mentionné par certains d'entre vous, le lien science et société qui nous tient, qu'on est très, très grande priorité pour nous. Dans les programmes Audace, plusieurs d'entre vous le faites, et on veut aussi développer davantage de programmes dans ce secteur-là. C'est certain qu'on a des réticences, je dirais. Certaines des communautés de chercheurs disent « Oui, mais pourquoi faire ça? » Puis on perd notre temps. Puis on ne mettra pas 100% de notre budget là-dedans, là, ou on ne mettra pas 100% de nos budgets dans un nouveau brise-glace. C'est bien évident que c'est pas vers ça qu'on s'en va. Mais essayer des choses, des nouveaux programmes, où là, on va chercher peut-être la société civile pour qu'ils comprennent mieux. Ces gens-là s'intéressent davantage à la science et à la recherche, ils comprennent davantage aussi la méthode scientifique. Donc, tout ce qui est science citoyenne, science participative va se développer chez nous au cours des prochains mois. Et on espère que ça va être un peu comme le programme Audace, qui va avoir énormément d'intérêt, ce qui nous oblige par la suite, et c'est correct, à aller chercher plus de moyens pour être capable de supporter ces programmes-là adéquatement. Donc, prochaine étape, et peut-être que Denise va vous donner plus de détails, là. Vraiment, genre de résumé des grandes lignes, ce qui a été discuté au cours de la dernière journée et demie. Travailler au cours des prochains mois à documenter différents modèles peut-être d'université, voir ce qui pourrait être ce qui pourrait être optimal pour le Québec et éventuellement un genre de processus de consultation élargi au printemps 2020 qui pourrait conduire là des réinvestissements dans le secteur. Et encore une fois, très important, les 2 ministères travaillent très étroitement ensemble. Les 2 ministres travaillent très bien ensemble. Bien sûr, M. Roberge a des grands défis. Maternelle 4 ans, école primaire. Et ces jeunes-là vont vieillir aussi. Donc, il faut préparer lorsqu'ils vont arriver à l'université pour avoir une université qui va mieux répondre à leurs besoins que peut-être celle qu'on a présentement. Merci encore. Denise? Merci beaucoup. Merci, Rémi. J'appelle ça de la musique à mes oreilles parce que ça nous permet encore une fois de pérenniser le programme Audace. Donc, on est en train de
préparer son édition pour l'automne. On pense aussi à un Audace 2.0, un Audace Innovation. Et donc aussi la question d'un programme qui est plus la forme que j'appelle Living Lab. Je pense qu'il est en train de s'instaurer puis d'en faire une modalité ou une forme de programmation de recherche. On l'a fait avec notre plateforme de recherche sur le vieillissement, mais je pense que par rapport aux grands défis comme le développement durable qui peut prendre beaucoup de thématiques, embrasser plusieurs thématiques, mais écoutez, c'est bien. Donc, écoutez, les suites, c'est évident que par rapport au forum, par rapport au colloque qu'il y a eu aujourd'hui, on va faire une espèce de synthèse résumée assez courte avec les principales pistes d'action, avec aussi, on va émailler ça de photos. Donc, ça va être la première chose qu'on va faire assez rapidement pour que ça puisse circuler. Par ailleurs, vous avez vu qu'on avait fait une captation intégrale de l'événement. Donc, c'est évident qu'on va l'organiser. On va faire aussi un best-of qu'on va aussi diffuser sur le site du scientifique en chef, mais pour être sur d'autres plateformes. C'est aussi une des principales tâches aussi qu'il va avoir pour rapailler ce qui s'est dit pendant le colloque. Donc, on avait annoncé qu'il y aurait une édition numérique, donc avec M. Corbeau. Donc, donc les gens qui ont fait des présentations, on vous a déjà donné des consignes. Alors, on veut que ça soit traduit sous une forme écrite. Évidemment, c'est un peu classique, mais bon, mais c'est quand même, on veut documenter l'information. Et donc, on va vous envoyer un courriel très, très, très rapidement parce qu'on s'attend à avoir les textes d'ici la fin juin. Ça va permettre aussi de documenter. C'est sûr que par ailleurs, il va y avoir probablement une consultation, mais ça va venir un peu plus tard. Et donc, c'est sûr que les actes du colloque vont enrichir ou vont documenter l'information autour de la réflexion sur l'état des universités, mais aussi son avenir. Puis après ça, bien écoutez, je ne sais pas s'il y a autre chose à rajouter, Jean-Pierre. Je pense que c'est pas mal tout pour le moment, mais c'est sûr que là, il faut décanter les choses, rapailler. Puis, c'est sûr que cette grande réflexion qu'il va y avoir, ça va se traduire, comme disait M. Quirion, au printemps prochain. Peut-être qu'il va y avoir probablement une espèce de grand-messe, ou à partir de formations qui va être pendant toute l'année. Donc, et peut-être que lors de cette grand-messe-là, il y aura aussi possibilité de présenter, je pense, une forme très, très novatrice, les résultats des recherches de ceux à qui on a encouragé d'être en intersectorialité. Voilà. Je pense pas avoir d'autres choses à rajouter. Sinon, moi, de remercier évidemment Jean-Pierre, mon acolyte, M. Quirillon qui nous a permis de faire ce genre de colloque, mais aussi maintenant l'équipe à l'interne. Je pense à Julie. Je pense aussi à Josiane qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a beaucoup organisé au niveau de l'événement, au niveau des réservations. C'est vraiment quelqu'un qui est très, très précieux. Sophie, Marie-Pierre. Je ne sais pas si j'en oublie, en tout cas. Sinon, tout le monde ici qui était ici. Les participants, évidemment. C'est vraiment... Moi, je suis très, très contente. Nous, c'est ce qu'on a toujours voulu faire. Là. Ça fait 2-3 ans qu'on fait du prosélytisme, mais c'est aussi qu'on veut créer ces lieux, ces espaces de réflexion et d'échange. Et je pense qu'en présentiel, c'est vraiment très, très, très important. Mais aussi montrer aussi les résultats des recherches qu'on finance, je pense, c'est aussi... voilà, fait qu'on est fiers. Bon, merci. Alors, ah, OK, j'ai oublié de remercier celui qui a capté aussi l'événement, puis les gens du co. Ouais, merci. Donc, voilà. Oui? Oui, merci. Ah, ben non. C'est bien. C'est ça.